Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Bonjour et bienvenue donc au Jardin des Sources pour le 20e épisode. Aujourd'hui, c'est Gaylor, donc moi-même, qui va diriger le débat, on va dire. Oui. On est accompagné donc de toujours ce fidèle Hugo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De Melvin. Bonjour à tous. Et donc Pierre. Oui. Bonjour à tous. Sans qui ce podcast serait pas... Ah, que tu dis. Alors tu commences par dire déjà que sans qui... Alors, aujourd'hui, on va pousser ce podcast sur l'homme. Parce qu'on m'a laissé dire que c'est pas que tu critiquais, mais que tu en voulais un peu à la femme. Oui, Pierre. On m'a dit, oui. C'est ça. C'est vrai, on m'a dit. Donc, moi, j'ai juste un truc à dire avant de commencer, c'est que, pour moi, d'après tous les podcasts, après avoir réécouté tous ces podcasts, il y a toujours, on dit que tout vient du père, mais je crois que pour toi, Pierre, tout vient de la mère. C'est cette relation que tu as eue avec la mère qui fait que peut-être tu as cette distance, on va dire, ou je sais pas, cette remarque avec la femme. Alors je te donne mon idée. Hein. Elle est évidemment et heureusement contestable. Mais je pense que c'est une association de malfaiteurs, le couple. C'est-à-dire, ils sont immergés dans des pathologies. On est immergés, pardon pour le terme, dans une pathologie. Et c'est les enfants qui vont être l'objet de cette pathologie sans qu'on ait ne serait-ce qu'une pensée qu'on leur impose quelque chose de pathologique. Ce matin, j'ai vu au marché un couple, je ne dirais pas qui, mais visiblement, la condition du couple, et là on dirait peut-être du langage, c'est le peu d'admiration que cette femme a pour son mari, ça se voit. Alors je ne parle pas d'amour parce que ça peut se discuter, c'est un autre sujet, un autre podcast. Mais ils ont une petite fille qui a 2 ans à peu près, et je regardais la mère qui jouait avec la petite fille. L'histoire d'amour, elle commence là, pour elle, c'est-à-dire la captiver dans un pays et une culture qui va la combler et lui donner toute sa raison de vivre. Elle le fait instinctivement, elle fait pas, tu vois, elle n'y pense pas comme on en pense là. Mais je l'ai regardé jouer, et précisément, j'avais vu comment elle parlait à son mari, et je me suis dit, il est l'otage de cette volonté-là, dans l'enfantement, et dans l'accouchement, on pourrait dire, qui rappelle Socrate dans sa maïeutique, parce que c'est toute une organisation émotionnelle qui est loin, loin de ne pas rappeler pour elle son éducation aussi. Et dans ce pays, l'homme s'y retrouve parce qu'il l'a choisi aussi pour ça, être l'objet de la puissance et du désir de sa femme, et du mépris même de sa femme. Le mépris est créateur, c'est pas une valeur morale. C'est pour ça qu'il l'a choisi. C'est parce que la difficulté, c'est de ne pas pouvoir s'admirer soi-même
parce que la condition de s'admirer soi-même est une condition de la séparation d'avec celui qui vous a humilié, qui est le père ou la mère, etc. Et cette collusion entre la culture du père et de la mère qui se sont choisis par ce malentendu qui n'est jamais dit, jamais. Mais cette collusion, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Et l'enfant va porter ça, il va le développer sans savoir mais quelle est la source qui guide et qui détermine sa façon d'être, etc. Elle va dire, tiens, je ne suis pas heureuse, je suis à côté de moi, je vais sentir qu'il y a un mal-être. Mais elle ne va pas nommer cette origine-là. Tu vois, tout ça pour dire, Gaylor, et répondre à ta question, je ne pense pas que ce soit la femme, je pense que c'est l'homme et la femme dans la construction du rapport à eux-mêmes et à leur propre puissance qui fait qu'ils se sont choisis pour jouer ce jeu-là. Pour information, nous enregistrons l'émission aujourd'hui à l'extérieur et il y a un bus de personnes qui viennent, vous les entendez, ils arrivent pour assister à l'émission. Et c'est un bus de femmes, des Suédoises qui viennent reprocher à Pierre sa monomanie particulière. Voilà. Donc, et on profite du beau temps pour changer un peu les conditions de l'émission, on en avait parlé précédemment. Oui. Voilà, donc vous pouvez même entendre Les cloches. les cloches. Voilà. Alors, Mais après, ce qui est vrai, au début d'une relation amoureuse, donc c'est toujours tout beau, c'est toujours tout neuf, mais on rentre quand même dans une certaine routine, certes. Et quand l'enfant s'installe, parce qu'on a choisi d'avoir des enfants, ouais. la femme devient véritablement, on va dire, mère, maman. Et si on laisse, donc nous l'homme, on laisse faire ça, c'est carrément, je veux dire, c'est la détresse, quoi. C'est sûr et certain. C'est que la femme va pouponner l'enfant, va plus s'occuper de l'enfant, devient mère, vraiment mère à l'état pur, quoi. Et ce qu'on ressent dans certains podcasts quand on écoute ce que tu dis, t'as une drôle de façon déjà de dire maman, tu dis maman, mais vraiment une douceur. Alors que quand tu racontes les récits, on nous laisse entendre quand même, tu nous laisses entendre que ta mère n'était pas si top que ça, quoi. Mais toi, quand tu lui dis ce mot maman, t'es en extase, on dirait, quand tu dis ça. T'es en extase et c'est pour ça, après, quand moi, j'aimerais que tu nous expliques ça vraiment, cette relation, c'est la relation avec ta maman. Et même moi, je rejoins les gens qui t'ont dit que c'est pas massacré, mais ouais, tu t'es quand même dur avec la femme, je trouve aussi. Parce que je trouve que pour moi, la femme, elle a toujours une part de tendresse, de bienveillance, d'amour envers nous. Ouais. Et derrière chaque homme, et ça tu vas me dire si c'est vrai ou pas, il y a une femme. Je ne vais pas te dire ce qui est vrai, je n'ai pas cette prétention. Il y a une femme, quand on est petit, il y a notre maman, quand on est adulte, il y a notre femme, ou on peut même nos enfants. Oui. Mais tu disais au début de ta réflexion ce qui est vrai. Et justement, si rien n'était vrai, si tout ce dont tu parles, que je trouve très sympathique, n'était pas une vérité, mais je veux dire une pathologie qui sublime le réel au profit de l'imaginaire, dirait Lacan, puisque le père réel, imaginaire, et le père symbolique, c'est les trois pères, les trois visages du père. Et dans le fond, tu sais ce qu'il disait de l'amour. Il était très pessimiste, mais il a fait faire à Dolto en particulier des progrès en psychanalyse énormes. Progrès qui ont permis de guérir pas mal de gens. Il disait, au sujet de l'amour, on lui disait, qu'est-ce que l'amour ? C'est vouloir donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Mais ça change tout. Ça veut dire que dans toutes nos sublimations, le prix à payer qu'exprime le langage, c'est la mutilation de nous-mêmes. Et je pense qu'il y a une loi naturelle. On peut prétendre à toutes les apparences. Si on ne s'estime ni ne s'aime nous-mêmes, on n'aimera pas ni n'estimerons pas l'enfant. Il sera l'objet des conditions de la relation
du couple qu'on appelle l'amour, qui est basé sur cette espèce de réduction de l'être à l'objet. C'est-à-dire on est l'objet d'une éducation qui a fait de vous, première chose, un objet qui se définit par lui-même. Une femme dans une éducation complémentaire retrouve en nous cet objet attendu qu'on attendait d'elle, et son père en particulier, aussi, sa mère, qu'on attendait d'elle, et qu'elle arrive à être dans le choix amoureux. L'amour n'a rien à voir là-dedans. Je suis au regret de dire que je suis pessimiste. C'est trop de fragilité en nous. Et si tu demandes à n'importe quelle personne, où es-tu ? Et est-ce que tu as une estime de toi-même ? À 99%, c'est non. On ne se trouve pas intelligent, on ne se trouve pas beau, on ne se trouve pas ceci, cela. Et bon, moi j'ai la chance d'être tout à la fois, d'être intelligent et beau, mais c'est exceptionnel, hein, Hugo, tu sais. Confirme. Je sais pas ce que c'est. Je confirme. Bon, blague à part, tu vois, ce serait ça l'idée lacanienne, dans le fond, c'est-à-dire ce dont on parlait. On parle de là où on n'est pas. L'être, le Dasein, disaient les philosophes allemands, l'être, c'est une présence de la totalité de soi dans le vivant. C'est simple, en principe, et c'est impossible en réalité. Parce que j'ai toujours pensé que si nous faisons irruption dans toute cette dimension de vivant, qui rétablit notre image d'une certaine manière, parce qu'on se trouve beaucoup plus intelligent, beaucoup plus attrayant, séduisant, tout ce qu'on veut, ça peut être bien accueilli, pas pour être un couple. Bon. Eh bien, c'est quelque chose qui n'était pas forcément accepté du fait qu'il y a à l'origine et au commencement de notre vie une imprégnation comme les animaux. On est imprégné des conditions de l'enfant à la relation, et c'était vrai pour nous. Ma mère, maintenant, je peux le dire, c'est pas qu'elle n'était pas tendre. J'ai eu, dans le fond, d'avoir des parents qui étaient ailleurs, d'une certaine manière. C'était une autre époque, c'était la guerre, ils avaient leur peur, etc. Mais je pourrais dire, elle l'a jamais pensé, ça, que on n'était pas les bienvenus. Parce que, et j'en ai parlé dans un des podcasts, la femme disparaît dans la mère, elle devient socialement acceptable, politiquement acceptable, etc., etc. Tout s'organise autour de cette fonction-là, mais elle est où ? Oui, mais le père, il est où dans sa fonction ? Oui, dans le quotidien. Et pareil. Il disparaît aussi. Oui, bien sûr. Mais la mère serait plus responsable par essence parce qu'elle est le cœur nucléaire de la famille. Mais tu parles de responsabilité. Moi, je ne parlerai pas de responsabilité. Je dirais, ils sont malades tous les deux et ils se sont choisis tous les deux. C'est pour ça que quand je parle de coucher de la mort, beaucoup de gens, pour la mère, beaucoup de gens ont dû être scandalisés. Mais une femme n'accouche pas de quelqu'un qui a sa propre personnalité. Elle résout pathologiquement un problème en utilisant une fonction naturelle en vue de résolution de ce problème. Et je dirais, ça n'a rien à voir, là non plus, avec une sublimation du réel que l'on retrouve dans ce qu'est l'imaginaire et le symbolique. Lacan a raison, mais pas seulement pour le père. Mais la loi du père, elle est orientée avec ce destin meurtrier que l'on appelle la vie et la naissance. Et il est très extraordinaire que, c'est pour ça que je le trouve très unique dans l'histoire de la pensée, que Socrate ait pu dire « Il n'y a pas de plus ignorant que l'homme qui pense qu'il ne l'est pas ». Et on parle d'une maïotique socratique, d'une naissance. Et oui, c'est quand on pense qu'on n'est rien qu'on commence à être quelque chose. Parce que si on pense qu'on est petit, et que dans la réalité, on n'est pas si petit que ça, c'est parce que c'est la condition du fait qu'on a été choisi. Et qu'on répète un schéma qui est le schéma maternel, je veux dire, alors qu'il n'y a aucune pureté d'intention de se réaliser dans quelque chose que l'on ressent et qui se fixe sur un objet. Si ça arrive, et ça arrive dans la vie du corps,
qu'on se fixe sur ces deux objets, eh bien la réduction de l'être à l'objet va être immédiatement ponctuée par un saisissement de l'ensemble d'un ressenti qui est fondé sur l'érotisme et sa traduction dans la génitalité. Ça rappelle même des gens importants comme Trump ou d'autres, ou Macron. Si tu penses quelque chose, pour eux, ils en sont convaincus. S'ils pensent quelque chose, cette chose est vraie ou devient vraie parce qu'elle est pensée par eux. Ils ont le pouvoir de changer la réalité. La réalité, c'est ce que je dis qu'elle est. Elle n'est pas distincte de ma condition. Il y a beaucoup de gens comme ça qui pensent ça. Dans le fond, ils pensent au sujet d'une femme qu'elle a raté quelque chose si elle n'est pas avec nous, à disposition. Et on lui dit qu'elle est un objet de désir, et une solution. Mais oui. toi, Pierre, tu ne crées pas une réalité sur la base de ce que tu penses non plus ? Alors, c'est fondamental ce que tu viens de dire, parce que on peut quand même énoncer qu'il faut avoir des doutes pour ses choix à soi et sa pensée à soi. Dans le fond, ça pose le problème, qu'est-ce qu'une bonne pensée ou une pensée positive qui rend compte du réel et pas de son interprétation du réel. Et je pense que la pensée est enracinée toujours d'une seule façon, c'est-à-dire quand elle est intérieure. Et la pensée est l'expression pathologique d'un déracinement quand elle est extérieure. C'est-à-dire tu t'occupes d'être le spectateur du réel. La politique, et plein d'autres choses, tes réflexions, machin, et comme ça, il n'est pas sympathique, il a fait ça, tu juges tout le temps tout le monde. Les autres. Les autres. Tu sors de toi-même. Et il y a un passage dans les évangiles, c'est pas les psaumes, mon cher Guélor, où Jésus dit « rentre en toi-même ». Il a tout dit. Parce qu'en soi-même, on n'est plus dans la relation, sinon la relation avec soi. Et c'est ça qui est central, créateur, ou porté vers la fin, vers la mort, c'est ça. Si on est un danger pour soi-même, parce qu'on ne s'utilise qu'en fonction du conditionnement paternel ou maternel, ce que j'appelle l'Oedipe, ou ce qu'on se regarde avec une certaine contemplation. Oui, mais Pierre, il y a beaucoup d'auditeurs qui ressentent, notamment, c'est Guélor qui a décidé de choisir le sujet, que derrière la plupart de tes propos se retrouve le rapport à ta mère dans la blessure que tu as vécue en tant qu'enfant, d'être un objet de son désir ou de son déplaisir, de ne pas convenir et de jouer selon cette règle-là. Oui. Et ça soulève l'idée que le fait que tu fasses de la femme ou la mère l'élément central de tes analyses autour d'une certaine forme de reproche, qui a un lien direct avec ta blessure. Je pense que ce qui est puissant dans la loi centrale, je dirais, c'est la loi du père. C'est le plus puissant. Mais il faut l'accord de la mère. Mais après, dans certains podcasts aussi pareil, tu parles très peu de ton père, et quand t'en parles, on dirait que c'était un homme effacé, discret, quoi. Parce que quand on vous écoute parler, on l'imagine. Quand tu parles, toi, que tu es enfermé dans la salle de bain et que tu chantes à tue-tête, tu imagines l'endroit, tu imagines Pierre tout en train de chanter. Avec un truc qui dépasse, c'est voilà. énorme. Donc, on dirait que quand tu parles de ton père, oui, que c'est quelqu'un d'effacé. Enfin, on dirait, le peu de fois que tu en as parlé, on dirait qu'il est effacé et qu'il subit. Voilà. Vraiment, moi, c'est ce que j'en ai ressenti. Il subissait pas tout, mais il était effacé dans la relation, c'est évident. Et un jour, il me l'a dit. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas des études universitaires ? Et puis, après ça, je lui ai dit, j'ai pas envie. Et il m'a dit, tu sais, moi à notre époque, on ne parlait pas avec les enfants. Il était effacé, c'était un homme bien, qui avait prouvé, il était en Allemagne avec beaucoup de déportés, de jeunes, il était jeune à ce moment-là, il avait une vingtaine d'années, il était dans les camps, tu sais, de travail. Il était, je pense qu'il s'en sortait bien, il était dynamique, etc. Mais je veux dire, c'est vrai que je le ressens comme quelqu'un d'absent.
d'absent. C'est ce que tu fais passer et sentir quand t'en parles. Oui, Vraiment. oui. C'est tout à fait... Oui. Mais dans le fond, mes parents ont très peu existé pour moi. Et le médecin, je t'avais dit, il avait dit à ma mère, vous allez en baver avec lui, j'avais 6-7 ans. Mais je pense que c'est quelque chose qui était nécessaire sûrement. Mais je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'avais une trentaine d'années, j'étais à la Seine-sur-Mer avec Fred, ma fille venait de naître, et ma mère était venue là, dans le salon. Et je la regardais à un moment donné, elle était à regarder un truc à la télé, et je l'ai regardée, elle m'a regardé, et je lui ai dit, mais t'es qui toi? Et j'exprimais quelque chose, et j'ai voulu lui dire que c'était profond mon interrogation. C'est qui? Et c'est aujourd'hui que je pense qu'elle a gardé dans le silence une blessure de femme dans la maternité. Elle, jamais elle aurait pensé qu'elle l'aurait traduit. Et si, un peu, je veux dire, comme si tu te sentais responsable du fait qu'elle n'ait pas pu être une femme. C'était l'époque, hein, ça n'avait rien d'extraordinaire. Mais que la maternité, pour elle, c'était une agression faite à son identité qui était loin d'elle-même. Et je pense qu'elle s'est réalisée dans pas grand-chose. Elle a fait quelques travaux qui étaient plutôt positifs, avec des gens en gestion, tout ça, elle se débrouillait bien. Je pense qu'elle n'était pas inadaptée, mais elle avait quelque chose d'inachevé. Donc tu penses qu'elle a été triste d'avoir subi cette normalisation en fait? Non, d'avoir rien subi. Il n'y avait pas de relation. Alors c'est mieux qu'une relation catastrophique où tu as des parents alcoolos, tu vois, des trucs qui mènent... Je disais, je veux pas être comme Gaylord, moi, mais il n'y avait pas de relation. Ils étaient gentils, hein, mais dans le fond, je les connaissais pas. Je les connaissais pas. J'ai ce sentiment d'avoir dû être autonome très rapidement. C'est une impression peut-être. Mais c'est, je dirais, une collusion du père, de la loi du père, qui est une loi je veux dire, très très coercitive, et qui permet la naissance du langage, qui va s'organiser autour, comme la religion d'ailleurs, autour de cette loi du père qui entend faire l'apologie de la puissance dans sa réalisation, justement. Et on va vouloir, eh bien, l'incorporer par sans cesse le projet de maintenir les conditions de la relation qui sont l'idolâtrie par rapport à la force. C'est quelque chose qui nous permet de... Ça te parle, Gaylord? Un peu, ouais. Mais la femme et l'affaiblissement de la loi du père, qui n'est pas un affaiblissement à mon avis, qui est au contraire un achèvement, elle va se trouver aussi dans la collusion avec une mère qui veut être un homme, un père, qui veut cette loi pour elle-même. Et c'est aussi très puissant. En fait, c'est pas une question d'être une femme ou un homme, c'est d'être quelqu'un qui n'a pas une grande estime de lui-même, qui fait que la vie va se soumettre à un objectif relationnel. Et ce qui est destructeur, c'est l'esprit relationnel, parce que c'est par rapport à l'autre. C'est ce chemin vers soi qu'on appelle le chemin vers soi, qui existait déjà dans l'Ancien Testament. L'Eka, comme je le dis, c'était Yahvé, le Dieu Yahvé, qui dit à Abraham, le père du peuple, il lui dit « Lève-toi et va vers toi ». Ça existe d'une manière biblique. Le vrai chemin, c'est un chemin qui est soi-même, qui est à l'intérieur de soi, qui ne doit pas dépendre des autres, ni du regard des autres. C'est ça. Alors on n'y arrive pas facilement. Pour en revenir enfin, on est toujours dessus, mais à la femme, donc... Tu me ramènes à la femme, quand même. Donc J'avais cru entendre... Donc tu as bien choisi aussi, à un moment, de tomber amoureux, aussi.
Je me demande si elle va écouter, parce que est-ce que je dis la vérité? Donc t'as suivi ce chemin d'être avec... je connais pas Alors, ta femme, je connais bon, pas... Apparemment, Fred était une belle femme, elle était... Tout était bien en elle. somptueuse. Oui, elle était somptueuse, surtout quand elle se penchait sur... J'avais une entreprise d'art graphique. Elle se penchait sur la truc lumineuse, elle le faire un peu exprès. Et dis donc, son visage que je ne voyais pas m'apparaissait plus. Plus sympathique. Voilà, elle était belle. Voilà, et elle était belle. Et j'avais passé quand même beaucoup d'années d'errance d'une certaine manière, et plus des années monastiques, je dirais, qui m'ont amené à essayer de m'intégrer parce que je sentais simplement que je n'avais pas le choix, que c'était mon chemin. Pourquoi, je ne sais pas. Mais dans le fond, c'était une belle femme, elle m'a tiré. La vérité, c'est ça. Parce qu'avec ses blessures à elle, ça n'a pas été de la tarte. Elle avait un beau-père qui l'humiliait tout le temps, une mère qui était dure comme du ciment. Mais elle m'a dit, on en a parlé bien après, elle m'a dit, moi aussi j'étais fermé, mais c'est fou ce que j'étais fermé. Et dans mon univers que j'entendais protéger et ne pas exposer. Et quand tu génitalises, tu protèges tout de toi-même, tu ne donnes rien. Tu satisfais le besoin, point. L'autre est une chose, toi tu es une chose, et ça se réduit. Et l'être disparaît dans le... Salut. Ça va? Bien et toi? Je vais prendre un petit quelque chose. Oui, bien sûr. Et dans le fond, je l'ai fait, ça. Je l'ai fait. Donc ce chemin était difficile. Mais je veux dire... T'avais conscience de ça à l'époque que... Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. Et je voulais croire, dans le fond, quelque chose qui n'existait pas du tout. Qui était... Et Pierre, si tu en avais eu conscience à l'époque, qu'est-ce que ça aurait changé? Tu peux me mettre un petit... Avant cette question, nous avec allons un peu prendre de une boisson chantilly. payée par le Café du Pont. Qu'est-ce que vous voulez boire devant? Café. Ça va. Diabolo qu'on aime. Diabolo. Diabolo fraise. Diabolo. Et toc. Et je sais... À l'époque... Ta question est difficile. Qu'est-ce que ça aurait changé? Je la pose aussi parce que c'est une question qui me concerne, qui concerne beaucoup de gens, je pense, en Suisse, cette réflexion. Oui. Je pense que ça aurait été difficile, parce que dans le fond, et c'est ça qui est étonnant, le chemin que j'ai suivi, on pourrait dire que c'est un chemin d'ignorance. J'étais un mendiant, quoi. Tellement j'étais pas bien dans ma peau, à cause des raisons que je te dis, peut-être de la loi du père, qui n'est pas une loi qui était présente, et la loi de la mère, à cause de ça, défectueuse. Il en profite. Mais je peux dire une chose, c'est-à-dire, si j'ai fait un certain chemin aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par là. Si j'avais eu une vie plus carrée, elle ne l'était pas, parce que j'ai pas une vie carrée, mais j'étais dans une rébellion qui est terrible, puisque dès mes 12 ans, je me suis fait virer du lycée, j'étais violent. C'est le chemin qui était le bon chemin pour que je me rapproche de moi. Et petit à petit, à travers la vie, les échecs aussi, les difficultés, les à peu près, la vie, quoi. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le chemin qui m'a été proposé me sollicitait vers moi-même. C'est dans ce chemin vers soi, et qu'il faut vraiment que ce soit comme ça. Parce que je pense qu'on n'a pas les moyens de comprendre. On est quand même fondé sur une structure émotionnelle. On n'est pas du tout fondé sur l'intellect.
L'intellect, on ne l'a pas. Alors. Et on ne peut pas guérir les blessures émotionnelles, soit dit en passant. Je pense que on ne peut pas les guérir, mais on peut se guérir. C'est-à-dire se regarder encore une fois en en prenant soin de soi et en s'accueillant dans ce qui a été peut-être une souffrance et qu'on accueille comme telle. Et je pense que ça, on peut le faire, avoir de la tendresse pour soi. Donc moi, je n'ai pas dit qu'il suis un amoureux des béatitudes. Je dirais toujours heureux les doux, heureux les tendres. Mais Ça paye pas, Pierrot. Ça paye pas. ça paye pas, c'est vrai. On en Et revient ça à la peut- force. Ça peut rendre un peu plus heureux. Ça paye pas. Donc Gaylor est toujours persuadé que la force reste l'élément central de ce qui gouverne les hommes et il vaut mieux jouer avec que la nier. Oui, non, mais c'est sûr, ouais. Les doux, ça ira quand on sera au paradis, je pense. Mais tu sais pourquoi tu ne seras pas complètement heureux. Que je serai pas complètement quoi? Heureux. Par rapport à cette force? Par rapport au fait elle est belle, cette force, mais c'est pas toi. Toi, t'es pas là. Non, dans la colère, La je suis pas vraie là. force, c'est de se faire naître. Dans la colère, hein, je suis pas là. Ah, t'as raison d'en parler. Dans la colère, je suis oui. pas là. Oui, mais on est Dans toujours la en force. colère. Ah oui. Mais tu peux. C'est deux choses distinctes pour moi maintenant. Tu vois, j'ai appris ça. J'arrivais à allier les deux, force et colère. Et en fait, il y a deux choses différentes entre la colère et la force. Mais tu vois, que je trouve formidable, t'es comme un livre ouvert. Quand tu contestes dans le fond cette idée justement, de la présence en nous, cette colère pathologique, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ça paye pas. Tout le monde est dans le rouge, ça rigole pas. Et oui. Et au fait, tes Révolutionnaire. résultats, Les résultats Qui du cardiologue. Ah bah je sais pas, moi attends, j'ai fait que les examens. Ah, t'as pas encore le résultat. D'accord. Voilà, c'était l'intervention de Nico. On le salue. On espère que tout ira bien pour lui. Envoyez des dons, ce sera pour son opération. Pourquoi ce terme? Ça paye pas. Alors, c'est l'économie qui me suggère de mettre comme un élément important le fait que le matérialisme est une expression privilégiée de cette position de force. Le matérialisme, la position sociale, l'argent, la richesse, etc. Alors la question ce serait qu'est-ce que la force nous fait gagner? C'est Et une alors bonne question. Qu'est-ce qui nous fait Est-ce que ça ne nous permet pas de survivre un peu plus dans cette société pleine de violence, justement? Oui, tiens, voilà, je rejoins tout à fait Melvin, ouais. Qui cherche, qui, je pense, a compris. Non, mais vraiment, en plus. C'est ça, c'est. Le souci c'est que la question elle est à toi. Ah oui. Merci d'avoir répondu à ma place, Melvin, c'est super. Et puis Melvin, Tu m'enlèves une véritable épine du pied. tu as toujours le souci de survivre. Lui aussi, il employait le mot survivre. Ça arrive. Oui, parce que tu dis que ce monde est violent. Tu le dis à chaque fois. Oui. Donc, oui, dans un oui. monde violent, il faut survivre. Oui. Et dans un monde violent, tu peux pas être. Mais si le monde était violent parce qu'on est en survie. Mais C'est possible, mais la voie que tu nous demandes de suivre ou tu suggères pour s'ouvrir à soi et faire ce chemin vers soi, c'est un chemin de martyr quelque part en fait. Martyr, pourquoi? Ce sera une bonne nouvelle que tu plaises plus à maman. Et oui, je te renvoie le compliment. Voilà. Ça ne compte plus pour moi de plaire à ma mère. Et on est beaucoup mieux. Il bat en retraite Melvin. On a un micro pour deux avec Melvin. Il m'a rendu le téléphone direct. Démerde-toi avec ça. Donc je repose ma question Gaylor. Alors je vais pas dire qu'est-ce qu'on gagne, je vais dire qu'est-ce que tu gagnes. Allez, je te la pose directement. on en a parlé cette semaine, et c'est vrai que bon, tu gagnes rien, parce que après, c'est dans la vie dans laquelle on vit, quoi, on va dire que la force attire des emmerdes, parce que les gens ont peur après de la force. Ils cherchent à gratter dès qu'ils. Tu peux obtenir du respect, mais pour ce que tu n'es pas. Voilà. Mais pour ce que tu n'es pas, mais il y a quand même une certaine forme de respect. Quand même.
Et le respect, c'est la loi du père, l'expression de la loi du père. Non, mon père, il ne cherchait pas le respect du tout, non. Non, loin de là. Non, je pense qu'on se forge, quand on est nous-mêmes ou quand on se parle à soi-même, comme tu dis, on se forge notre caractère après. Oui, mais tu prends l'apparence des choses, qui est là une certaine forme d'agressivité, sauf avec les clients quand même. Ah ouais. Oui, encore. Oui, encore. Dans le quotidien. Mais dans le fond, la force, telle que tu la présentes, elle a un côté positif. Alors que c'est de l'imaginaire. Qu'est-ce qu'elle a dans le fond de négatif? Elle est peut-être orientée vers une seule force qui se retourne contre soi et obéit à la loi du Père. Si on n'était que les déterminés de cette réalité-là, qu'on est l'objet satisfaisant de ce que le Père a voulu pour nous, comme image, et les conditions de la relation. C'est que ça, la première victime de cette force, celle d'être un autre que soi, c'est soi. On a fait tout ce qu'il fallait pour se regarder avec un certain mépris, ou de faire en sorte de ne pas s'accorder le droit à la douceur. Mais le premier qui va être combattu, il est en soi. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, le vrai cheminement, c'est un cheminement vers soi. Oui, mais on ne peut pas fonctionner en société selon ce principe-là. C'est un principe qui a des valeurs pour soi, mais à l'échelle de la façon dont les hommes ont organisé le fonctionnement du monde, c'est la force qui est valorisée comme seule et unique modalité de hiérarchie, de réalisation personnelle. Et comment on fait pour s'en sortir? Tu dis ce que a dit Heidegger, qui ne plaisait pas d'ailleurs à... Qu'est-ce qu'ils ont fait de nous? Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce qui reste de nous? Tu te présentes comme une victime, et dans le fond, un objet soumis. C'est pas la force, ça. C'est l'obéissance à un principe qui nie le vivant. Oui. Le vivant. Parce que tu seras de mon avis, je pense, Gaylor. Dans le vivant, on est extrêmement fragile. Dans l'être, on est fragile. C'est par rapport à ça que j'essaye de m'armer de cette force. Parce que quand tu es doux, et ça je me répète peut-être que sur l'ancien podcast ou coquette, mais quand tu es doux, gentil et rempli de tout ça, 90% du temps, dans la vie active d'aujourd'hui, on se fout de toi. On se fout de toi. Et les autres, c'est important. Ah, c'est pas les autres, c'est que tu es obligé de vivre. Bah, sinon, à ce moment-là, si les autres ne sont pas importants... Et si toi, donc tu te fous de toi, ouais. Et tu plais plus dans cette douceur, tu plais plus à ton père. C'est dans le fond toi qui te fous de toi. C'est le truc. Qui c'est qui fout de qui, là? Non, tu vois, dans cette aliénation oui. oedipienne, notre regard se tourne vers ce qu'il faut être ou ne pas être par rapport à un présupposé. Quel est le... Justement, c'est pour ça Mon que... fils est un mec merveilleux. Il est puissant comme moi. Il essaye, parce que c'est encore un enfant. Mais il va y arriver. Il me ressemble. Ta philosophie de vie est très belle et très bonne, mais dans un couvent. Là, tu peux faire ce que tu dis. En société, maintenant, là, ici, et même pourtant, on est dans l'Aveyron. C'est cool. Enfin, je veux dire, ça peut passer, mais comme je te disais, à 90% dans la vie active de tous les jours. Pour moi, et c'est pas une carapace. Alors, c'est peut-être une carapace. Non, c'est une énergie. Voilà. C'est peut-être... mais c'est pas une couverture, c'est pas pourquoi. Parce que de la douceur, de la tendresse, on en a. Avec nos enfants, avec nos familles, on en a. Mais ce que je veux dire, c'est un obligé. Et ça encore, je le vois encore dans nos sombres rendez-vous de muscu, on en parle. Et on est obligé. Parce Quand que tu dis on en a, c'est qui on? L'être humain, quoi. Papa et moi.
Ah non, pas papa et moi, non. Ton père n'était pas comme ça. Non, Bon, c'est ta mère. non plus. Trop douce. Mais dans la vie active de tous les jours, et en plus dans le commerce, tu peux pas être comme ça. Tu peux pas, parce que les gens, justement, ils vont te prendre pour un idiot. Pourquoi je l'ai été? Hein? Et plus violent que moi, tu n'auras pas connu Ah oui. dans ta vie. Mais C'est vrai. J'étais à 12 ans déjà, je me suis fait virer du lycée, j'ai fait des trucs. J'étais un délinquant, mais absolu. Une violence inouïe. Personne m'a jamais fait chier. À l'armée, j'ai fait l'armée, les commandos, les ceci. On m'a fait vers les commandos parce que j'étais pas discipliné. Donc ils m'ont filé en formation commando. Je me suis régalé. Je faisais du rugby, j'avais une bonne, tu vois. Mais plus violent que moi, t'avais pas. C'est bien par rapport aux autres, t'as raison. Mais dans le fond, t'es étranger à toi-même et t'es tout seul. La fragilité et l'acceptation de sa fragilité, parce que c'est une apparence. Tu peux dire, c'est un jeu. Si un jour peut-être, et je ne l'espère pas, il t'arrive un malheur, pas à toi précisément, mais à des gens que tu aimes, ça va exploser ce masque. Tu vas avoir une vraie souffrance. Et c'est cette vérité de soi qui est essentielle et qui est porteuse d'une vie et d'un accomplissement et d'une liberté. Le reste, c'est du théâtre. Hugo appelle ça le personnage. Il a raison. La force, le ceci, cela. Donc j'étais tranquille. Je vois des jeunes qui ont été emmerdés à l'école, persécutés, des trucs comme ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Personne ne m'a jamais... Et ça, j'en parlais justement avec quelqu'un hier qui s'est fait donc emmerder à l'école et qui en porte après encore, là, à l'heure actuelle, les stigmates de ça. Et sans le savoir qu'il s'était fait emmerder à l'école, je lui ai dit, mais toi, t'as eu des soucis à l'école. Pas des mecs qui t'ont emmerdé un peu? Si, c'est tout à fait ça, ouais. Mais ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, quoi. Ouais. Mais c'est pas parce il portait ça. C'est pas parce qu'il était pas violent. Mais C'est que sa violence était orientée vers l'imprégnation, l'obéissance à la loi du père. C'est pas pareil. Il C'est de la s'effaçait. mère, donc. Il faut la permission de la mère. Alors, le langage se transforme en fusionnel. C'est l'idée de Lacan. Toute l'idée de construction de soi dans le langage est un langage social, relationnel, etc. Mais il faut la permission maternelle, sinon la loi du père va disparaître au profit de la loi fusionnelle à la mère. Mon pauvre. Tu vois, le faible n'est faible que parce qu'il choisit de l'être. C'est une condition de la relation qui a déterminé l'imprégnation. C'est ça qui est notre problème. On a été imprégnés. Et après, on va dire, dans la sublimation, voilà, c'est ça, là, on va se faire une idée de la violence, mais la violence, tout le monde est violent, tu vas trouver des arguments qui tiennent le coup, etc. Mais tout ça, on appelait ça chez les Grecs du sophisme. Celui qui est victime collabore au personnage qu'il crée de victime Oui. pour reproduire le schéma qu'il a à la maison, dirons-nous, Voilà. qu'il retrouve à l'école. Tout à fait, bon, oui. Il suffit de changer de comportement envers soi-même pour se libérer de la problématique de la victimisation, sans forcément chercher à s'armer physiquement, comme pourrait l'imaginer Gaylor, en faisant des sports de combat et en prenant 30 kilos de muscles, mais tout simplement en refusant de jouer ce rôle-là, et on le sentira directement comme toi tu l'as senti chez cette personne, sans que tu aies eu à la victimiser ou à voir son passé, parce qu'elle porte encore en elle le masque de la victime. Et qu'est-ce que tu as fait pour remédier à ça? Je partais. S'effacer. La réponse. Oui, mais Pierre, lui, quand il raconte l'anecdote à l'armée où un mec a tenté de l'emmerder, avant ça, il était ami avec une sorte de proxo qui lui a dit, lui, il est gentil, mais il faut pas l'emmerder. Donc, quand il y a une agression physique, Pierre répond par soulever physiquement le mec et le balancer sur le lit qui se referme en deux sur sa gueule. Oui, parce que j'avais pas conscience, moi. Hein. Et il dit, il y a un nouveau qui venait d'arriver, il parlait de la lutte, il était champion de lutte, il paraît. Alors il me montre, il voulait me faire démarrer avec deux filles à Marseille. Je regrette, j'aurais dû dire oui.
Et j'ai dit non, j'ai d'autres projets. Je lui ai dit. Il était sympa en même Le temps. proxo a senti que tu avais un problème avec les femmes. Lui, déjà à l'époque, bien Oui. avant le podcast. Et il lui a dit au gars qui a fait de la lutte. Ah oui, ça c'est sûr. Il lui a dit, lui, il me montre, il n'y a pas plus gentil que lui, mais ne l'embête jamais. J'avais des... Parce que je filais des sacrés... Au rugby, je filais beaucoup de cartons, j'adorais ça, tu vois. Donc tout le monde, j'en avais pas conscience, mais la réputation de physiquement être... de bien répondre aux exigences d'une certaine défense par rapport aux autres. Mais enfin, quand je suis devenu plus fragile, disons que j'ai accepté bien plus d'années, au-delà, eh bien, ça ne s'est jamais posé, cette fragilité par rapport aux autres. Le problème, c'est pas des autres. Le problème, c'est sa relation à soi. De trouver naturel de se faire du mal. Et quand on se soumet, s'humilie à ce qu'on doit être au détriment de ce que l'on est, c'est un mépris de ce que l'on est, et c'est une violence qu'on se fait à soi-même, qu'on trouve normale, puisque papa ou maman, à leur manière, tous les deux, ont eu le même comportement envers soi. On ne veut pas couper cette relation en faisant vivre l'objet qui vous soumet au père et à la mère. C'est ça la pathologie. Et le signifiant, le déficit du signifiant, crée le langage d'une certaine manière, dit Lacan, et je trouve que c'est intéressant son observation sur la schizophrénie, dont l'autisme, parce que justement, il y a chez l'autisme, il y a cette perversion et ce sous-entendu de la destruction de soi comme condition de la relation. Mais ça se fait jamais, t'as pas ton père qui vient arriver et te dit « faut que je te dise un truc, je vais pervertir parce que je te regarde comme un objet en devenir. » Non. C'est vital, qu'est-ce qu'il va faire? Le père va te traiter, toi enfant, ou la mère, comme ils auraient voulu être en tant que père ou mère. C'est-à-dire la manière dont ils se traitent eux-mêmes. Ce n'est que le transfert de leur propre maltraitance. C'est Quand pour on, ça emprunte, quand on emprunte la voie de la force, on répond à un message inconscient Oui. et à un désir qui ne nous appartient pas, bien sûr, de disparaître de nous-mêmes. bien sûr. Et tu sais à qui tu fais plaisir, Gaylor, quand toi, je te pose la question, quand tu incarnes la force, qui est fier de ça dans ton esprit? Ouais, bien sûr. Moi Tu nous prends pour des quiches. Qui tu veux qu'il soit fier de ça? Je vais t'entendre. Tu me retournes la question? Ouais. Moi, c'est mon père. Ouais. Et il adore la violence. Il l'incarne lui-même. Et du coup, son bateau coule et je suis dedans aussi. Et ça l'arrange. Il se sent moins seul quand je reproduis les mêmes schémas. Et c'est pas qu'une violence primaire, parce que, regarde Hugo, c'est passionnant de voir la dialectique de cet objet en devenir. C'est la dialectique qui est passionnante. Parce que tout est organisé d'une manière parfaite. Les arguments, les idées, c'est pour ça que ça porte sur l'idée, comme nivellement de l'être, dirait Platon. Parce que précisément, tu as un discours. Et le discours, c'est le centre même de la pathologie. Quelqu'un qui a un discours, c'est quelqu'un qui a le projet déjà certifié de sortir de lui-même vers une représentation qui le met en situation d'être disponible pour les autres, pour un projet de force commune ou de puissance commune. C'est une abdication sur soi, mais il est très bien fait. C'est très bien fait. C'est pas stupide. Non. Tu vois, c'est l'art d'une certaine manière. Et on recherche ça, de faire le personnage avec un discours théâtral magnifique, où on va te dire exactement comment est le monde. Parce que t'as pas tout saisi. Le monde, tu te fiches complètement de comment il est. Ce qui est important, c'est qu'on soit plusieurs à être d'accord comment on veut qu'il soit, ou comment il est dans sa perception. Tu as pas, Lacan il a beaucoup réfléchi à ça. Mais la maladie, c'est précisément
croire, c'est appeler réalité un monde qui est imaginaire, totalement imaginaire. Et on y tient beaucoup, puisqu'il est la source de cette puissance, qui vous fait devenir l'objet de la puissance d'un autre qui l'a transféré sur une relation de force et d'humiliation. C'est quoi être un homme, Gaylor? C'est être fort, aller au travail. Avoir de la thune. Ouais, non, même pas. Lui, il y a toujours aussi des questions qui bloquent les gens, quoi. Être un homme, c'est voilà, être père au foyer. Oh non, être un homme, c'est vivre déjà. C'est être soi. Ça n'a Mais pas- comme tu peux pas être toi-même et te parler à toi-même ou te trouver, eh ben, je pense que tu prends. Il y en a beaucoup qui prennent un masque. Le masque, par excellence. Ouais, ouais, ouais. Alors Gaylor, j'aurais une question pour toi du coup. C'est qu'est-ce que c'est que de pas être un homme à tes yeux? Ça aussi, si tu peux éviter. Ouais, on a dit que c'était moi en fait qui posait des questions aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de définition franchement de ne pas être un homme. Parce que là, on va tomber dans les trucs de... Non, dis-moi, mais aiguille... J'ai rien à dire, moi. Ah non, mais tu peux aiguiller. M'ouvrir, c'est quand tu ouvres mes chakras. Oui, et je vais t'expliquer, mon fils, ce que tu dois répondre pour convenir et être ainsi attablé au Jardin des Sources en toute légitimité et exister en tant que grand penseur. Non, j'ai pas la réponse. Être Je vais un me faire homme, cadoter par Pierre être Simon. un homme, c'est mettre une femme à la cuisine. Mais si elle n'y va pas à la cuisine, comment tu fais? Et surtout que les femmes maintenant ne vont plus tellement à la cuisine. Ah non plus. Puis elle réussit bien à C'est la place de 50-50. l'homme. Hein? Après, alors vraiment, Melvin, je ne saurais pas répondre à ta question, parce que sinon on va pas tomber dans les trucs pipi caca, un homme, ça pleure. Quand t'es pas un homme, c'est que tu pleures. Vraiment, alors là, c'est une question mais, à laquelle je penserai au prochain podcast. Vraiment. Non mais vraiment, parce qu'elle est intéressante. Être un homme, tu vas dire plein de choses. Mais sa question est très pertinente, je trouve. Dans le sens- Qu'est-ce que c'est de ne pas être un homme? À tes yeux. Oui, à mes yeux, ouais. Ouais. Mais à tes yeux, quel est le prix que tu donnes à... Par exemple, quand je suis allé au garage, tu m'as montré les psaumes, que j'adore. Hein. Et que j'adore Mais aussi. Mais pourquoi? Que j'adore les psaumes. Il n'y a pas de héros dans les psaumes, il n'y a que des pauvres mecs, comme nous. Non, parce que c'est beau. C'est c'est très très beau, je trouve. c'est Et en ça plus, qui ce que est je t'ai beau. fait voir, Ouais. c'est quand même en rapport avec la force. Oui, mais il la remet en question, Oui. si je me souviens. Ouais, vous irez chercher ma force Oui, et ça vous ouvrira le chemin du cœur. Ouais, un ouais. truc comme ça. Vous allez chercher ma force. Donc, toi, même le bon Dieu, il y a une force. eh ben, il l'a oublié. Quand il s'est incarné, il a oublié sa force. Voilà. Il n'y en avait plus aucune. Mais et donc, tu vois, je pourrais interpréter ça comme de la douceur. Là, chez moi, ça. Pourquoi se recueillir sur les psaumes si je cherche la force? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Il n'y a pas de masque. Parce que tu sais qu'elle est factice, dans le fond. Oui, peut-être aussi, ouais, voilà. Que Ouais, c'est... ouais. Plus ça passe, comme je disais, hein, bah d'abord, c'est plus tu prends de l'âge. Hein. Plus tu prends de l'âge, et plus tu arrives à être en connexion avec toi. Voilà. Ouais. Mais c'est avec l'âge. Tu vois, mettons hier, excuse-moi. vas-y. Avec le réel, parce que quand Avec on le est ré- jeune, oui, oui, on oui. croit qu'on est immortel, on Oui, croit oui, qu'on est tout à fait. tout puissant. Tout à fait. Et en fait, on commence à avoir mal aux genoux, on a des maladies, les Mais gens tout meurent à autour fait. de nous, et on se rend compte finalement qu'on a finalement peu de choses. Ouais. Et on doit composer avec cette réalité-là, qui est que on est tous fragiles et qu'on doit faire avec. Donc cette force, on l'utilise de façon fonctionnelle pour survivre dans le cadre du groupe social, mais dans notre fort intérieur, on sait qu'elle n'a pas de réalité concrète pour nous-mêmes. Ah, tout à fait. Non, mais c'est ça en plus. C'est plus... c'est l'âge qui fait que... Et l'âge, je veux dire, c'est vraiment le nombre. Hein. C'est pas d'être
d'être vieux ou machin, ou avec une canne qui fait que tu seras un vieux sage ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment l'âge, bon, j'ai que 44, mais je veux dire, la puissance des années qui passent, c'est trop. Hier avec Lily, avec ma grande, qui disait, qui se disait, oh mais Gabin, mais en parlant de mon fils, oh mais l'année prochaine t'es au CP. Alors là tu vas voir, hein, la lecture avec papa ce que ça va être. Hein. Si t'as jamais vu des livres volés, là ça va voler. Mais elle parle d'une relation que j'avais 24 ans. 28 ans, voilà. 28 ans exactement. Où là, tu veux tout, tu seras ci, tu seras ça, il faut apprendre absolument à lire. La normalisation, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, faut être comme ça, faut être normal, on va dire. Alors que c'est plus du tout ça maintenant, le plan d'éducation avec Gabin. C'est pas du tout ça. C'est plus du tout ça, quoi, je veux dire. On est rentré dans un autre cheminement, plus mature, on va dire. Mais quel est-il, ce cheminement mature? Là, on va plus dans la douceur, dans la béatitude, là. Ah, tiens donc. Dans l'éducation. Dans l'éducation. Ben, tu penses que c'est bon pour lui? Ça peut être bon, mais il y a la force, quand même, qui réapparaît à certains moments. On peut pas laisser... là, on peut pas laisser faire... Il y a des choses qu'on peut pas laisser faire. Pas pour entrer dans la normalisation, comme on disait l'autre jour, bonjour, dis bonjour, dis bonjour monsieur, au revoir. T'as pas envie de dire bonjour, tu dis bon, enfin... Mais tu m'as demandé un peu des éléments par rapport au choix de ma femme et à la rencontre tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'en pense ta femme, toi, de la force, justement? Alors, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle n'aime pas. Enfin, elle n'aime pas, mais elle aime. C'est exactement Attention. ça, oui, j'aurais dit. Elle n'aime pas, elle se dit qu'elle n'aime pas. Elle aime chez les autres. Mais elle est fan. Elle est vraiment, vraiment fan. Alors je pense que c'est une elle pense que c'est une protection pour elle. Vraiment une protection. Ouais. Elle est tranquille dans le sens où elle se dit, il ne peut rien m'arriver. Il ne peut rien m'arriver, il est là, quoi. Ouais. Et vulgairement, entre parenthèses, mon chien de garde est là. Il est là et je sais qu'il ne pourra rien m'arriver. Tu vois? Et ta femme qui te regarde comme un chien, c'est ce qu'on appelle l'amour. Ou du moins tu t'épanouis dans ton rôle d'homme à tous les coups. Je m'épanouis. Non, oui, je m'épanouis carrément. Non, c'est pas ça. C'est que dans les couples maintenant, c'est 50-50. C'est fini le truc, comme on disait tout à l'heure. Après, il y en a qui peuvent le voir comme ça. Hein, la femme à la cuisine, l'homme qui se machin. Ça, moi, je vais pas. C'est très patriarcal, ça, pour moi. Mais maintenant, c'est 50-50. Et je m'épanouis carrément, ouais, dans mon rôle d'homme et de père de famille et de mari. Je suis marié, même si. Moi aussi. Mais je suis vraiment... Alors, c'est vraiment... Quand je dis épanoui, c'est épanoui, quoi. C'est... voilà. Et peut-être que dans 20 ans, je penserai autrement. Mais pour l'instant, oui, c'est être vraiment épanoui, oui. C'est être vraiment épanoui. Et après, je sais que ce rôle de force, c'est ce qui a plu déjà, c'est ce qui plaît aux femmes déjà à la base, en premier lieu. On en a toujours parlé, hein. Le mec avec le cuir, le rocker qui va casser des bouches, qui va machin. Là, tu vas passer partout. Hein. Bah, si tu n'avais pas ça, tu n'aurais plus rien. Voilà. Si t'es doux. Tu n'as pas pu lui plaire par ton intelligence. Hein, non. Je crois que, comme j'ai toujours dit, elle m'a pris au fond du sac, quoi. Ah ouais. Elle m'a pris quand j'étais au fond du sac. Mais vraiment au fond du sac, quoi. Alcoolique, on va dire pas mal sous substance. T'étais bon à réparer, elle était en train de préparer son rôle de mère, t'étais à ce moment-là son enfant. Voilà. Et d'infirmière. D'infirmière. C'est pour ça qu'il faut toujours, maintenant qu'elle a réparé ça, il faut toujours garder ce côté de force, l'imprévisible. Parce que sinon, si tu rentres dans la norme qu'elle veut vraiment, porte de sortie. Si elle n'a plus rien à réparer, ouais. Elle change de voiture. Et c'est pour ça que...
Je peux faire de la pub. Tu lui diras, Pauline, qu'on a parlé d'elle. Hein, ça va Ouais. lui faire plaisir. Non, mais c'est vrai, ce truc. Bon, après, nous, on est rentré dans cette. On va dire, entre guillemets, cette normalisation. Et tu prends sa grande sœur, Apolline, qui est hors norme. Ouais. Parce que ça, elle est prof déjà de maths. Et elle a une belle maison, mais elle n'a pas de copains. Ah oui. Et les repas de famille, c'est elle n'a pas de copains. Ouais. Donc elle n'a pas de copains, elle n'a pas de monospace. De rentrer dans toute cette norme, mais laissez-la tranquille, quoi. Si elle a envie de vivre sa vie comme ça, peut-être elle a des aventures à droite, à gauche, machin et tout. On n'est pas là à surveiller. Mais si elle n'a pas envie de vivre comme tout le monde, comme sa sœur, comme n'importe qui, enfin comme tant d'autres, quoi. C'est bien un droit. Donc c'est vrai que les repas de famille, les tatas, les tontons, c'est tout. Eh, alors et toi, machin et tout. T'as encore personne, t'as encore machin. Ouais. Comme si que c'était obligé. C'est faut rentrer dans le moule. Donc elle coche déjà une case. Elle est prof, oh, super. Elle a une maison somptueuse, mais somptueuse. Wow. Donc maintenant il manque la case. Enfant, mari, bébé. Et ça là. Oui, mais elle est admirée quand même. Non? Pour ce qu'elle fait, je pense, oui. Oui, par ses parents. C'est quand même un sacré. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit admirable. Et ce qui ne veut pas dire non plus qu'elle soit admirable. Et je crois qu'elle ne se considère pas comme admirable. Ce qui est certain, ça illustre que comme réalisation de l'objet, ça ne rend pas heureux. Ah non, pas du tout. Elle réalise l'objet, c'est susciter l'admiration. Elle ne le réalise pas, même. Elle ne le réalise pas. L'objet, c'est d'être quelqu'un qui représente quelque Ah oui. chose. Alors, elle est contre ça, même, je crois. L'argent. Enfin, je ne veux pas parler pour oui, elle, mais mais. Je veux pas elle parler. n'est pas ce qu'elle aurait aimé être. Mais elle a choisi de l'être. Et après, elle dira que la force, c'est important. Oui, ça crie. Ouais. Ouais. Trop bien. Donc revenons à nos moutons. Parce que là, je crois qu'on s'égare un peu. On est revenu au centre. Ah ouais? Mais ça répond un peu à ce que tu disais Oui. sur les femmes. C'est pas les femmes isolées de l'homme, de la loi du père, ni de la mère d'ailleurs. Tu vois, c'est cet ensemble d'éléments qui vont faire en sorte que votre vie vous échappe et qu'on pense qu'on est plus libre qu'on devient quelqu'un d'autre que soi. Parce qu'on ne vaut rien si on est destiné à devenir soi. Tu voulais revenir sur quelque chose, Gaylor? Non, si, oui, peut-être, ouais, parce qu'on était donc sur. Donc toi, tu n'étais pas marié en fait. Si? Si, tu étais marié, ouais. Et après, donc, vous avez choisi d'avoir quand même des enfants. Oui. Donc, ouais, d'accord. Donc, tu étais bien aussi dans ce. Avoir des enfants, ça me plaisait plutôt. Ouais. Mais ça n'a pas été une réussite personnelle. Mais en fin de compte, le chemin est quand même important. Mais je ne me suis jamais installé, j'ai toujours refusé de m'installer. Déjà, j'avais une guerre ouverte avec l'éducation nationale. J'ai fait des études supérieures, mais par le professionnel, au CESI et au CEFAC, qui formaient les conseillers auprès des chambres de commerce. Et j'étais heureux, j'étais bien là. Comme prof à l'éducation nationale, j'aurais été très malheureux. De toute façon, je ne les supportais pas. Donc, c'était vraiment animal comme réaction. Parce que, pour des raisons personnelles, évidemment, parce que dès que j'ai eu des expériences un peu pénibles, j'ai trouvé que c'était des bons fonctionnaires et de mauvais pédagogues. Donc c'est essayer de se comprendre dans sa vie et puis d'essayer, comment dire, de s'aimer un peu plus dans quelque chose qui ne sacrifie rien au regard des autres et à l'admiration des autres. Chaque fois que j'ai eu des opportunités, la dernière, c'était avec Quentin là, à Paris 8, universitaire, moi je ne veux pas en entendre parler de ça. Et le pauvre, bon, il a bien senti que je l'aimais bien quand même, mais que
cet univers universitaire, c'est pas un truc que j'aime, qui m'attire. Voilà, donc même les podcasts, là je suis content parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent. Mais j'aurais détesté passer à la télé, j'ai des trucs comme ça, avoir un livre qui ait du succès. Pour ça, il faudrait déjà écrire un livre. Ça y est, un peu. Ah bon? Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles, j'ai lu ton livre, m'a dit quelqu'un ce matin au marché. Tu veux dire le livre d'Hugo? Je lui ai répondu. Ah bon? Et je crois qu'il n'avait pas lu, si tu veux mon avis. Il avait lu un bouquin et puis... Donc tout ça, justement, c'est... Je n'aime que ce cheminement qui met en évidence, qui est pour moi essentiel, qui est une vérité de moi, voilà. Pour moi. C'est bien parce que je... Mais à l'époque, tu es bien quand même rentré dans ce moule, dans cette normalisation de marié, enfant, vie, vie de tous les jours, vie de tous les jours, la routine, tout ça. La routine, pas trop, parce que bon, j'ai beaucoup bougé. Hein. Mais ce que j'aimais bien dans le mariage, c'est la satisfaction pulsionnelle, qui dure pas non plus énormément de temps, mais qui est quand même sympa. La qualité principale de ma femme, c'était qu'elle était bandante. On pourra le couper peut-être. Couper quoi? Elle était excitante et puis elle me parlait aux pulsions. Et elle se parlait elle-même à ses pulsions aussi d'ailleurs. Bon, alors on avait du prix l'un pour l'autre, mais pas pour ce qu'on croit. C'est que ça confortait nos pathologies réciproques. Vous vous soignez, quoi, tous les deux. Oui. Et être soi, c'est un long chemin, je dirais, c'est celui des psaumes dont tu m'as parlé. Et puis du chemin biblique aussi, qui est pour moi quelque chose d'essentiel, vu que je l'ai vécu charnellement. Donc, et qu'est-ce que c'est? C'est que c'est face à face avec soi où on ne comprend rien de ce qui se passe et pourquoi, on ne comprend rien à rien. Je me disais, mais c'est quoi une vie pareille? Enfin, tu rendais compte à personne. Mais dans mon métier, j'étais craint comme c'était pas permis. Parce que j'étais tout à fait libre. Je me souviens, par exemple, j'avais été sollicité par une chambre de commerce pour animer C'est un type qui avait une grosse boîte, une entreprise. Il avait de gros problèmes. Il avait dirigé comment on appelle ça en pleine mer, là, des trucs de pétrole, tu sais, des plateformes de pétrole. Il me dit, vous allez nous sortir de là. Hein. Et alors, j'avais cette rencontre-là avec ses employés. Et l'ambiance était au couteau tiré. Puis tout d'un coup, qu'est-ce que je vois à ma gauche? La responsable de la démarche qualité qui tombe en larmes. Et alors je la vois comme ça, mais vraiment en larmes, quoi, pas mal. Alors je l'ai regardée, au bout de 10 minutes, quoi. Je lui ai dit, mais pourquoi tu changes pas de boulot ou d'entreprise? J'ai pas fait un long discours. Mais ça si tu veux garder ton client, faut pas faire ça. Mais je l'ai toujours fait, dans le fond, ça me rapportait que des trucs. Mais j'étais craint comme c'était pas permis, parce que je ne m'occupais pas de ce qui était rentable, de mon boulot, je pouvais me retrouver sans boulot. J'en avais pas mal, donc ça va, ça allait. Mais C'était une autre époque. Oui, c'était une autre époque, c'est vrai. Et on pouvait le faire, je m'en suis servi pas mal de ça. Donc j'aimais bien aussi, quelquefois j'ai donné des cours de maths, par exemple, j'aimais bien ça, parce que c'était carré, mais ça a initié une relation aux autres qui était aussi merveilleuse. Il y a des expériences humaines formidables, mais jamais des expériences de pouvoir. Et j'en suis ravi.
Tu dis rien, toi. Justement, j'ai cette manière que tu avais de dire les choses, comme tu viens de nous l'expliquer, est-ce que c'était pas une manière à toi de t'exprimer avec puissance, justement, vis-à-vis de cette société à laquelle tu composais, finalement? Bah, est-ce que quand tu te retrouves à 75 ans ou 73 à Saint-Geniès-d'Olt, t'es pas vraiment un mec puissant ou qui a recherché à l'être? C'est le coin vraiment de... Donc je trouve merveilleux, la beauté, je suis sensible à la beauté. Non, mais t'étais encore en train de te faire virer du lycée Henri IV que d'avoir réussi à vivre en travaillant selon tes conditions, en jetant ton encrier ou pas à la gueule des gens symboliquement. Ouais, En ouais. fait, t'as mené toute ta vie professionnelle, à l'échelle de comment laisser ta mère dans une forme de déplaisir. C'est ça un peu la question, j'imagine, de Melvin. Donc t'as réussi à ne pas réussir et à survivre quand même. T'as vécu en marge, mais toujours et encore en ne réalisant pas la volonté de ta mère, Oui, mais en vivant quand même par rapport à elle et donc toujours avec son ombre. oui, oui. Mais par rapport à ça, tu te dis à l'arrivée. C'est pareil, quoi. L'arrivée, une vie humaine, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. Tu viens, tu fais ce que tu peux, et tu disparais. Qu'est-ce que ça sert à quoi? Alors je te dirais, qu'est-ce qui reste à la fin de tout ce que tu as vécu? Eh ben, cette vie intérieure, hein, quelque chose à l'intérieur qui est une espèce de force. Ah, mais oui, une force, la vraie. Je trouve ma force dans ma faiblesse, dit Saint Paul. Ouais, mais Oui, mais aussi, toi, tu trouves dans force dans ta force. Attention, Toi, tu Gaylor. trouves ta faiblesse dans ta force? Ah, on te voit venir. ou ta hein. force dans la faiblesse. Oh. Et j'ai des choses intérieures que j'ai trouvées merveilleuses. Je trouve que ma vie, mais si je regarde ma vie, c'était un long tâtonnement et une rébellion, tu as raison, pour les raisons dont nous parlions tout à l'heure. Mais je regrette rien, même pas de mes échecs. Regarde, dans le fond, on a vécu les problèmes avec Fred qu'on méritait, étant donné qu'elle était dans une colère, elle, mais incroyable. Son beau-père l'a humiliée toute sa jeunesse, ma femme. Moi, j'étais dans une colère, on s'est trouvés, on a pu exercer notre colère tous les deux, ou se reconnaître dans cette colère-là, mais ça va se terminer par la maladie, la mort, ça aurait pu être, avec un peu de chance, mais pas encore. Mais je regrette rien, Je te parlais pas de regret. Je te disais juste qu'est-ce que tu garderas de cette expérience-là, toi. Mais si tu gardes rien, tu mords. Non mais le bilan actuel, les meilleurs moments, le best-of, un zapping. J'ai pas fait pour mémoriser. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression que c'était un élément décisif dans ma vie. Je me vois plus comme un mendiant que comme quelqu'un qui gère sa vie avec des étapes, des principes, qui a des principes ou des choses comme ça. Et je n'exige pas ça de moi, mais non, je sais, c'est vrai le contraire. Cette mendicité, dans le fond, elle me correspond bien. Voilà. Bon, il y en a pas mal qui sont encombrés dans le cerveau, il y a plein de choses. Moi, je trouve, c'est pour ça que la musique est tellement importante. Dans la musique, tu ne te poses pas cette question-là. D'abord, tu es au moment présent et tout ton corps dit quelque chose d'un ressenti. Et c'est ça, il n'y a pas d'analyse, de compréhension. Il y a un moment fort que tu vis à exprimer des émotions, des sentiments. Joe, c'est quand même, ça exprime plein de choses, et c'est fort, c'est profond. Mais tu as vu comment tu le partages avec... C'est animal, je dirais. Et c'est curieux, ce qui est combattu quand on combat la douceur, c'est aussi l'animalité. Ce qui me fait dire que la douceur est une fonction naturelle de l'être, dans l'être. Alors qu'on pourrait parler, évidemment, de l'animalité comme du violence. Quand on voit les gens qui viennent jouer de la musique aux animaux,
Tu vois l'éléphant avec sa tempe mettre autour du cou du gars, là, lui faire un câlin, mais tu te dis, mais c'est pas croyable ça. Les animaux ont une vie affective. À part Gaylor. J'allais en sortir une aussi comme ça, attendez. Mais tu vois, il aime bien ça. Mais t'éviteras quand même de mettre ta trompe sur mon épaule. Mais c'est vrai que ça, par contre, la musique, c'est vraiment un moment où tu es, ben voilà, tu es avec toi-même. Oui, ben voilà, Voilà. je suis de ton avis. Et il y a des fois, j'en parle beaucoup aussi avec Hugo, qui est batteur aussi comme moi, et on va faire un morceau avec le casque ou quoi que ce soit. T'es tout seul, t'as la musique dans les oreilles, tu fais ton morceau de batterie, t'as l'impression que t'es devant le Stade de France, tellement que tu joues bien, et tu te dis, vas-y, c'était tellement bon que je vais la refaire. Et c'est jamais pareil. C'est jamais le même moment que tu as vécu sur le moment présent où tu dis, waouh, tout rentre bien, tout est bien, quoi. Et c'est un moment là où tu te retrouves, musicalement parlant, et avec, là, voilà. Oui. Là, tu te retrouves avec toi. Oui. Et que toi, voilà. C'est toi contre toi, quoi. Ou avec toi. Tu te laisses vivre. Ou avec toi. Oui. Voilà. Ça, Moi, c'est ce que j'aime dans la musique, c'est ce côté. Puis c'est tout ton corps qui est saisi. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est pas qu'une partie. On va finir sur ces notes-là. Merci pour ta visite. Et merci à tous, à Melvin, à Hugo. Merci. Merci à vous les gars. C'est toujours un super moment, Pierre. Ben, pour nous aussi. J'espère qu'on paiera moins cher le garage maintenant. Moins 1%. Ah, t'as fait un effort. À la prochaine pour d'autres aventures et d'autres podcasts. Mais... Merci encore à tout le monde et joyeux anniversaire à Hugo aujourd'hui. Ah oui. Allez. Merci. Attends, il a de la sagesse. Allez. C'est un vieux. 1% de plus. À bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez, la porte reste entrouverte. J'ai vu l'enfer, j'ai peur sans arrêt, je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas, hein. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord? Bon.